Dans une première partie, nous avons parlé de l'aspect technique des énergies renouvelables intermittentes. Nous retrouvons Gérard Jacquineau pour évoquer avec lui maintenant l'aspect financier. Est-ce que les énergies renouvelables intermittentes coûtent cher à la société? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications là, sur ce sujet? On attaque les choses un peu plus compliquées. Alors, le coût de l'éolien, comme celui du photovoltaïque, est lié directement aux énergies primaires qui leur permettent de produire de l'énergie, de l'électricité. Je veux parler du soleil et du vent. Ce sont des énergies primaires qui sont diffuses, en sens où il n'y a pas beaucoup de kilowatts, quoi. Voilà, il n'y a pas beaucoup de kilowatts. Et donc, pour récupérer l'énergie dont on a besoin, qui nous est utile, à nous consommateurs, ça sous-entend qu'il faut installer beaucoup d'équipements. Il n'y a qu'à regarder, la France est en train de se couvrir d'éoliennes, on est en train de saccager complètement tous les paysages par des éoliennes, mais partout, partout. Hein. Aujourd'hui, vous faites n'importe quel trajet, vous pouvez pas regarder l'horizon sans voir des éoliennes. C'est clair. Donc on est en train de saccager la France. Mais pourquoi on fait ça? Parce que si on avait des éoliennes de 1650 mégawatts, j'ose même pas rêver la hauteur d'une telle éolienne, mais alors il n'y en aurait pas beaucoup. Il n'y en aurait pas beaucoup. Mais on a des éoliennes onshore, donc des éoliennes terrestres, qui sont de l'ordre de 3-4 mégawatts maximum, pour le moment. Voilà. Et donc, il faut en mettre beaucoup. Beaucoup. Je rappelle que notre consommation, la consommation française 2018, donnée par RTE, c'est 474 TWh. 474 TWh. Que la production la production en énergie donnée par les énergies renouvelables intermittentes que sont l'éolien et le photovoltaïque, c'est 38 TWh en 2018, 38 TWh. Regardez la quantité d'éoliennes qu'il y a déjà partout, donc il en faudrait plus de 10 fois ce qui existe déjà pour peut-être qu'on arrive à quelque chose, quand il y a du vent et du soleil, qui arrive à nous alimenter. Donc on est dans une situation complètement démente. Il y a une autre façon de voir les choses, parce que là, quand moi je dis ça, je ne suis pas persuadé que ça interpelle les gens. Parce que dire, les énergies primaires sont diffuses, c'est quoi diffuse? On voit pas trop bien, quoi. Donc il faut en mettre beaucoup. Ah bon, il faut en mettre beaucoup? Ça interpelle certainement pas la personne qui habite dans un immeuble en région parisienne, par exemple, parce qu'ils ne voient pas d'éoliennes, ils ne voient pas de panneaux photovoltaïques, donc ça ne les interpelle pas. Par contre, si on essaye de comparer des sources d'énergie issues du vent à une source d'énergie issue du nucléaire. Alors, encore une fois, le nucléaire, pourquoi? Ce sont des sources extrêmes, hein, vous l'avez compris. Le vent, c'est peu de choses, le nucléaire, c'est beaucoup de choses, quoi. Donc, analysons, regardons. Si je porte 1 gramme d'air à la vitesse de 50 km/h, j'obtiens une énergie équivalente de 0,0000027 kWh. Autrement dit, 27 10 puissance moins 9 kWh. Si maintenant je prends 1 gramme de combustible nucléaire, que je fais rentrer en fission, autrement dit que donc dans ce gramme d'énergie nucléaire, il y a de l'uranium 238 et de l'uranium 235 pour 3 ou 4%, j'obtiens 800 kWh. 800 kWh. Le rapport est de l'ordre de 30 milliards. C'est-à-dire j'ai 30 milliards de fois plus d'énergie dans 1 gramme de combustible nucléaire que dans 1 gramme d'air porté à la vitesse de 50 km/h. On comprend tout de suite que financièrement, de l'autre côté, il va se passer des choses. Pourquoi? Parce que pour obtenir un équivalent d'une centrale, alors je vais prendre un exemple très simple, on va prendre un EPR par exemple. L'EPR, il fait 1650 mégawatts. Bon, voilà. Il fait 1650 mégawatts. En 60 années de fonctionnement, il aura produit une énergie équivalente à 648 TWh. 648 TWh en 60 ans. Bon. Si je le compare avec l'énergie du vent, donc des éoliennes, que je prends des éoliennes de 3 mégawatts par exemple,
Une éolienne de 3 MW en 20 ans de fonctionnement, qui est sa durée de vie normale, elle aura produit 0,132 TWh. Quand je connais le productible du nucléaire et que je connais le productible de l'éolien, je suis capable de dire il faut mettre tant d'éoliennes pour avoir un productible identique à celui du nucléaire. En l'occurrence, 4900 éoliennes. Il faudra 4900 éoliennes de 3 MW pour avoir en 60 ans un productible identique à un EPR. On comprend tout de suite que financièrement, c'est des choses totalement différentes. C'est pas comparable, ça n'est pas comparable. Alors, et en ce qui concerne l'aspect financier? Alors, pour bien comprendre l'aspect financier, il faut prendre un élément, par exemple d'une éolienne au hasard, qui va être l'alternateur, et le comparer avec ce que coûte l'alternateur au hasard d'un EPR. On a vu qu'il fallait 4900 éoliennes pour remplacer un EPR, donc il faudra 4900 alternateurs, les fabriquer, etc. Combien ça coûte? Alors là, il y a une étude qui a été faite par l'IFRAP. Donc l'IFRAP, c'est la Fondation pour la recherche sur les administrations et des politiques publiques, qui a fait une étude approfondie sur le prix de l'éolien. Donc le prix de l'éolien, définitivement, il le fixe à environ 1,5 million d'euros le mégawatt installé. Donc, pour une éolienne de 3 MW, puisque c'est l'exemple que j'avais pris, donc ça va coûter 4,5 millions. Bon. De plus, il considère que la nacelle, ce qui comprend en fait l'alternateur, l'électronique, tout ça, c'est 36% du prix. Alors, dans la nacelle, on a beaucoup de choses. On a l'électronique, qui permet de réguler les pales, etc. Bon, on a les systèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peu importe. L'alternateur a été fixé à environ 900 000 euros. Donc, un alternateur de 3 MW dans une éolienne coûte 900 000 euros environ. Encore une fois, on est dans la tendance. Hein. Si les gens veulent approfondir, il suffit d'aller toquer à la porte des constructeurs et voilà. 900 000 euros. Mais c'est fois 4900 pour remplacer un alternateur. Or, 900 000 euros fois 4900, ça fait 4,4 milliards d'euros. Or, un EPR complet, aujourd'hui, on le chiffre à 6 milliards. Si demain, on lance une série de, je ne sais pas combien ils voulaient lancer, 6 EPR ou 8 EPR, je pense qu'on aura, à mon avis, un coût inférieur à 6 milliards. Donc, 4,4 milliards, c'est plus des 2/3 du prix. Rien que pour des alternateurs. Donc on voit tout de suite que, de façon très claire, qu'un alternateur de 3 MW n'est pas 4900 fois moins cher qu'un alternateur de 1600 MW. Et on comprend pourquoi. L'aspect financier fait qu'on explose les prix de tous les côtés. C'est-à-dire 121 milliards donnés par la Cour des comptes, plus 25 milliards pour l'éolien offshore, c'est une folie. Plusieurs milliards encore pour les raccordements, etc., etc., etc. Alors, est-ce que vous avez fait un comparatif avec d'autres producteurs également bas carbone? Oui, bien sûr. Encore une fois, alors, on reprend les chiffres officiels. RTE, donc le bilan RTE 2018 nous dit quoi? L'ensemble des énergies renouvelables intermittentes ont produit 38 TWh. Donc, si on veut faire un comparatif, il faut regarder qu'est-ce qui est capable de fournir 38 TWh. Moi, je ne me prends pas la tête, j'ai fait les calculs avec un EPR, donc je reprends l'EPR. Mon EPR à 75%, là, ça va très bien. 75% de taux de disponibilité. Donc, et qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'un EPR à 75% de taux de disponibilité me fait 11 TWh par an. Donc, je répète, 38 TWh, c'est le chiffre donné par RTE pour les énergies renouvelables intermittentes. Mon EPR tout seul, il fait 11 TWh. Donc, il y a combien de fois 11 TWh dans 38? Donc, on voit tout de suite que, il y a 4 fois. Voilà, et on a du mou, mais bon, on va dire 4 fois. Un EPR, donc, je l'ai dit, c'est 6 milliards d'euros. Donc, 6 fois 4, 24. Mais c'est pour 60 ans. C'est pour 60 ans. Les éoliennes, c'est 121 milliards, nous dit la Cour des comptes. 121 milliards, on a 38 TWh. Donc, mais ça dure 20 ans. Donc, si on veut faire le calcul complet, c'est 121 milliards multiplié par 3, voilà, et divisé par 24. Du coup, on s'aperçoit tout de suite que l'éolien, en l'occurrence, coûte
15 fois plus cher à productible équivalent qu'un EPR, enfin que le nucléaire. Quel serait le bilan financier si on passait à 100% d'énergie renouvelable, comme certains le proposent d'ailleurs? Encore une fois, il faut prendre les chiffres tels qu'ils sont que nous donne RTE. Alors, qu'est-ce qu'il dit RTE? Il dit donc 23 gigawatts d'installés produisent 38 TWh. Bon. Notre consommation est de 474 TWh par an. Notre consommation. Voilà. Je ne parle pas de l'export, je ne parle pas de tout ça. Notre consommation, et moi, ce qui m'intéresse, c'est notre consommation. Du coup, dans ces 474 TWh, il y a quand même presque 68 TWh. C'est des chiffres, je suis désolé, mais il faut les nommer. Il y a 68 TWh qui concernent l'hydraulique. Donc, en énergie renouvelable, il faudrait compenser le reste, parce que l'hydraulique, on va le garder. Donc, il faudrait compenser tout le reste. On supprime le nucléaire, on supprime les centrales pilotables thermiques à flamme, etc. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il nous faut 10 fois ce qui est installé aujourd'hui. Donc on a 23 gigawatts multiplié par 10, il nous faudrait 230 gigawatts de puissance en énergie renouvelable pour avoir le même productible annuel que ce qu'on a aujourd'hui avec le nucléaire, etc., etc. 10 fois. Ben, ça a un coût tout ça, parce que si ça coûte 10 fois et que la Cour des comptes nous dit 121 milliards, c'est 121 milliards fois 10. Donc 1210 milliards déjà, rien que pour acheter les éoliennes. Attention, on n'a qu'à acheter le matériel. Donc maintenant, il va falloir le mettre en place, le raccorder, renforcer le réseau parce que, bah, évidemment, on va avoir tellement d'éoliennes partout que ça va être un infernal. Il va falloir ouvrir des tranchées dans tous les sens. Enfin, ça va être catastrophique, mais un gros travail nécessite un très gros investissement. Et c'est la raison pour laquelle il a été décidé une bonne fois pour toutes, enfin tous les gens qui sont un peu dans le métier disent ça, pour 1 euro d'équipement d'énergie renouvelable intermittente acheté, il faut investir 1 euro justement dans tout ce qui concerne le câblage, les raccordements, le renforcement réseau, etc., etc. Mais ça fait encore 1210 milliards tout ça. On est déjà à 2400 et quelques milliards, quoi, mine de rien. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on a affaire à des énergies renouvelables intermittentes. Donc des trucs qui, d'un seul coup, ça s'arrête, ça redémarre, ça s'arrête. Dans les phases où ça s'arrête, il faut un stockage pour substituer l'énergie qui a disparu. Et ce stockage, en l'occurrence, moi j'ai pris des steppes. Alors c'est un peu plus cher qu'un barrage normal, mais pourquoi une steppe? Une steppe, c'est une station de transfert de l'énergie par pompage. C'est-à-dire qu'on a un lac supérieur, un lac inférieur. Donc la journée, quand on a besoin d'énergie, on turbine l'eau du lac supérieur vers le lac inférieur. Et la nuit, quand on a des énergies pas trop chères, hop, on repompe vers le haut. Donc là, en l'occurrence, c'est quand il y aura beaucoup de vent la nuit et qu'on ne consomme pas beaucoup, on pourra repomper vers le haut. Mais on utilise comme valeur à peu près 60%, entre 60 et 70% de stations de pompage en équivalence à la puissance des énergies renouvelables. Donc on a 230 gigawatts d'énergie renouvelable, 60%, ce qui fait environ 140 gigawatts installés en station de pompage. 140 gigawatts, ça fait 140 000 mégawatts, et le mégawatt installé est à 6 millions en station de pompage. Et donc on se retrouve encore avec 840 milliards à dépenser. C'est nous qui payons, hein. Voilà, toujours. Mais ça ne s'arrête pas là. On pourrait dire, ça fait déjà beaucoup, quoi. La charrette est bien pleine. Non, ça ne s'arrête pas là parce que on parle d'énergie renouvelable intermittente que sont par exemple les éoliennes, mais qui ne fonctionnent que 20 ans. Donc les 1210 milliards, là, c'est sur une base de 20 ans. Or là, on fait le calcul sur un siècle. On est en train de faire le calcul sur un siècle. Donc sur un siècle, alors pourquoi? Parce que les steppes, elles vont largement durer un siècle. Les travaux de renforcement, réseau, etc., il y en a pour un siècle sans problème. Mais les éoliennes, non. Les photovoltaïques, non. Donc il va falloir prévoir le remplacement de ces matériels. Et donc si on prévoit sur un siècle, il va falloir remplacer combien de fois? On ne va pas prendre 20 ans, parce que 20 ans, c'est le temps actuel, c'est ce qu'on a chiffré actuellement. Mais dans 30, 40 ans, peut-être qu'on aura fait des progrès et que ce matériel éolien durera plus longtemps. Donc on va prendre 25 ans. Autrement dit, il faut remplacer 4 fois. On a déjà payé la première fois, donc il faut payer les 3 autres fois.
Je reprends le chiffre de l'IFRAP à 1,5 million du mégawatt installé, et on est reparti pour un montant de 1035 milliards d'euros. Donc si j'ajoute 1210 milliards deux fois, plus les 840 milliards, plus les 1035 milliards, j'arrive à un chiffre qui est de 4300 milliards. Donc on est dans la folie la plus complète. En même temps, vous me direz, 4300 milliards, c'est jamais que 40, c'est sur un siècle, donc c'est 43 milliards par an. Et donc c'est un peu moins de 2% du PIB français. Donc certains diront que c'est pas, mais enfin on pourrait dépenser cet argent à tellement d'autres choses. Néanmoins, de quoi parle-t-on? On parle aujourd'hui donc de remplacer la totalité pour être en énergie renouvelable à 100%. Très bien. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, quand on cumule le nucléaire avec l'hydraulique, le photovoltaïque avec l'éolien, et qu'on voit les centrales biomasse, etc., ça représente quoi dans notre mix aujourd'hui? Ben, ça représente près de 93% du total de ce qu'on produit. Autrement dit, on voudrait, pour 7% d'appareils qui émettent du CO2, faire un trait sur toute notre installation électrique, bêtement, et mettre tout en énergie renouvelable. Donc dépenser 4300 milliards pour seulement 7%. On est dans la folie la plus complète. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet du 100% ENR. Alors il y a beaucoup de partis politiques qui veulent, qui y tiennent, hein, et pas des moindres. C'est une folie absolument incroyable. Je comprends même pas que des conseillers, parce que ce ne sont pas les hommes politiques, on sait très bien hein, qu'ils sont incompétents quoi, dans ce sujet-là, hein, j'entends. Mais quand même, il devrait y avoir des conseillers. Alors, soit c'est des gens qui sont partenaires avec des fabricants d'éoliennes ou je sais pas quoi, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc on ne peut pas proposer une bêtise pareille. Alors, sur la partie technique, vous nous avez expliqué les risques pris si on continuait à installer des énergies renouvelables intermittentes. Quel serait le coût d'un blackout? Oui, le blackout, c'est assez simple à calculer. Moi, enfin, c'est ma méthode. Je prends le PIB complet. Le PIB français, il est de 2353 milliards, quelque chose comme ça. 2353 milliards. Si je divise bêtement par 365 jours, j'obtiens 9 milliards par jour. Donc le PIB journalier, et alors on est encore dans la tendance, hein, bien sûr, il est de 9 milliards par jour. Si on avait une coupure complète, donc pouf, toute l'économie s'arrête, ou quasi toute. Donc ça veut dire qu'on va perdre beaucoup de milliards. Alors pas la totalité des 9 milliards, parce qu'il y aura toujours une activité, même sans électricité, qui va fonctionner, mais c'est pas grand-chose. Donc on s'aperçoit que l'enjeu principal, c'est la fiabilité pour éviter d'avoir ces blackouts. Autrement dit, c'est vraiment la suppression des énergies renouvelables intermittentes. Alors, pourquoi les gouvernements qui se succèdent veulent mettre à toute fin des énergies renouvelables, et quel est le flux de l'argent des énergies renouvelables? Il se trouve que nous, la France, on a 2400 milliards d'endettement. Même plus maintenant, enfin, peu importe, il y en a tellement que... Il est évident que le gouvernement cherche à récupérer de l'argent à tous les moyens, par tous les moyens. Or, il se trouve que nous dit la comptabilité nationale? La comptabilité nationale, c'est un espèce d'organisme qui appartient à l'INSEE, je crois, et qui regarde quel est le patrimoine français. Le patrimoine français, il est à 11 000 milliards. Bon, même si 10% de la population détient peut-être 50% de ce patrimoine, mais il est quand même de 11 000 milliards. Et donc, l'État se dit, comment je pourrais faire pour récupérer de l'argent? Alors, facile, on va créer un vrai problème, enfin un vrai faux problème. C'est celui de dire, transition écologique, vous vous rendez compte, vous avez vu le réchauffement climatique, c'est une réalité en même temps, hein, je ne nie pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on utilise ce prétexte sans arrêt, on nous le rabâche en nous disant, vous voyez, si on ne fait pas quelque chose, alors ça va être extrêmement dramatique. Voilà. Donc, comment on fait? On va créer un système qui va supprimer l'ensemble des énergies fossiles, de telle sorte qu'on n'émette plus de CO2. Donc, plus de CO2 émis, donc tout va bien pour le monde, parce que c'est sûr que la France est le phare du monde, c'est connu. Bon, ça représente qu'1% la France des émissions de CO2. Mais à nous tout seuls, on va baisser, ça va nous coûter des milliards, mais on s'en fout, on va baisser quand même nos émissions. Donc,
Et comment faire? Eh ben, on va mettre des éoliennes. Alors, comment on fait pour mettre des éoliennes? Pour que ce soit accepté par tout le monde, ben, je l'ai dit, hein, on met en exergue les problèmes climatiques, machin, etc. Et puis, on dit, bah voilà, on va mettre des éoliennes, comme ça va supprimer le CO2. Et pour aider les financiers ou les investisseurs à investir là-dedans, on dit, bah, on va obliger EDF à racheter les mégawattheures produits par ces énergies renouvelables intermittentes, de telle sorte que ça crée un flux financier important, et on se paiera sur l'ensemble des taxes et des impôts de ce flux. Donc l'État dit, il faut investir massivement dans les énergies renouvelables intermittentes, sous-entendu, on va récupérer la TVA, on va récupérer les taxes, on va récupérer les impôts, sans débourser pratiquement d'argent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si on facilite les investisseurs, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut mettre la main au porte-monnaie. Qui met la main au porte-monnaie, encore une fois? C'est nous. Voilà, et je pense que je l'expliquerai dans peu de temps. Alors, vous dites que l'État va se payer sur l'ensemble des taxes et des impôts générés par ce business. De quelle manière, hein? C'est simple. L'État récupère de l'argent, par exemple la TVA. Donc la TVA, si je prends l'exemple de ce que nous dit la Cour des comptes, 121 milliards pour financer les énergies renouvelables intermittentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces 121 milliards, il y a une part, bien sûr, de matériel, mais il y a aussi une part de prestations, peut-être d'autres choses. Il a fallu payer 20 points de TVA. Donc sur 121 milliards, ça fait 24 milliards qui rentrent dans la poche de l'État. Voilà. Bon, c'est fait pour, hein, mais c'est comme ça, 24 milliards. En même temps, si on n'avait pas installé d'énergie renouvelable intermittente, et que, par exemple, on ait dépensé cet argent intelligemment, par exemple, dans la chaleur, je sais pas, mettre des pompes à chaleur partout, là où il y a des chaudières, etc., on aurait récupéré de la même façon ces 24 milliards, sauf que ça aurait vraiment servi à quelque chose. Mais là, dans les énergies renouvelables intermittentes, ça sert à rien. Ensuite, on a la rentrée d'argent dans les caisses des communautés de communes ou des communes. Alors, pourquoi? Parce que quand un promoteur éolien arrive et décide d'implanter des éoliennes ou du photovoltaïque sur une commune, quand il va commencer à toucher de l'argent, la commune ou la communauté de communes va récupérer une partie de cet argent sous forme d'impôts, la CFE, etc. Voilà. Mais l'administration fiscale qui veille à tout et à ça en particulier, dit à la commune ou à la communauté de communes, puisque maintenant vous avez des revenus réguliers par photovoltaïque ou éolien, donc on va vous diminuer proportionnellement ou au prorata l'argent qu'on vous donnait pour vos dotations. Ça veut dire que vous allez toucher moins de dotations. Mais toucher moins de dotations, c'est l'État qui paye. Donc ça veut dire que l'État ne distribue plus cet argent à ces communes et communautés de communes qui ont des... Donc c'est encore de l'argent que l'État récupère. Ensuite, on a la récupération des impôts, tout simplement sur le chiffre d'affaires, sur les bénéfices des sociétés industrielles. Ça rapporte plein d'argent. Évidemment que ça rapporte plein d'argent. Vu les tarifs qui sont pratiqués, les promoteurs éoliens ou photovoltaïques gagnent beaucoup d'argent. Voilà. Bon, c'est notre argent, hein, mais c'est comme ça. Bon. Du coup, comme ils gagnent beaucoup d'argent, ils font beaucoup de bénéfices, du coup, ils vont payer des impôts sur ces bénéfices. Et c'est encore de l'argent que l'État va récupérer sans rien faire. Hein, voilà. On a aussi les propriétaires terriens sur lesquels on a mis les éoliennes où on met les panneaux photovoltaïques. Donc ces surfaces-là, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Le promoteur éolien est arrivé un jour dans sa belle voiture avec des billets de banque qui dépassent de ses poches d'un peu partout, et puis il dit aux cultivateurs, aux propriétaires terriens en tout cas, il dit écoutez, moi si je vous mets 10 éoliennes et que ça vous rapportera 15 000 € par pied d'éolienne, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Et donc fatalement le propriétaire terrien il a un choix très simple. S'il dit non, ça m'intéresse pas, alors le promoteur éolien va faire 500 mètres, va aller voir le voisin, va toquer à la porte, et c'est le voisin qui probablement les aura. Donc le propriétaire terrien dit oui, ça m'intéresse, ça fait 150 000 € par an. 10 éoliennes à 15 000 € par éolienne par an.
Donc ça, voilà, 150 000 euros. Mais 150 000 euros, ça veut dire que probablement que le propriétaire terrien ou le cultivateur, lui, ne payait peut-être même pas d'impôts parce que c'est pas facile hein, dans nos régions de gagner de l'argent. Voilà. Donc d'un seul coup, il va gagner 150 000 euros. Il va changer de tranche d'imposition et puis il va donner de l'argent encore une fois à l'État. Et voilà comment l'État va récupérer encore de l'argent. Mais ça s'arrête pas là. Il y a maintenant ce que moi j'appelle le pompon. C'est quoi le pompon? Je vais parler des banquiers. Alors là, je suis, moi, supposons que je sois promoteur éolien. Donc j'arrive chez le banquier, parce que j'ai dans la main un contrat signé par EDF en disant, EDF rachète la totalité de l'énergie que je vais produire. Donc j'ai besoin de 7 éoliennes, le budget tout compris 30 millions. Voilà, donc j'arrive chez monsieur le banquier, je lui dis, prêtez-moi cet argent. Donc le banquier va dire, attends, vous avez un contrat signé par EDF, garanti par l'État, donc je suis sûr que, en plus vous êtes dans un business où ça marche super fort, évidemment que je vous prête de l'argent, évidemment. Bon, donc le contrat, c'est quoi? C'est 30 secondes, hein, un coup de cachet, une signature, et puis c'est fini. Allez, double exemplaire, triple, même si on fait ça en 6 exemplaires, ça prend 1 minute au maximum. En 1 minute, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le banquier a créé de l'argent. Il a créé 30 millions d'argent. Bon, la seule façon d'effacer ces 30 millions, c'est que le promoteur éolien rembourse. Mais quand il va rembourser avec des intérêts. Or, le montant des intérêts pour 30 millions empruntés, c'est environ 4 à 5 millions sur 20 ans. Voilà. Donc, le banquier, en 30 secondes, voire 1 minute, il va se mettre dans la poche, lui, 5 millions d'euros qui seront les intérêts en réalité. Hein. Qui dans ce pays gagne 5 millions d'euros en 1 minute? Personne. Non, pas personne. Les banquiers gagnent ça. Il n'y a que les banquiers qui peuvent gagner ça. Voilà. Donc c'est juste inadmissible. Bon, alors après tout, si l'électricité était une nécessité, comme par le passé, hein, alors ça devrait être une affaire d'État. Donc c'est l'État qui devrait faire son affaire que de financer tout ça. Voilà. Et puis point, c'est 0% d'intérêt. C'est une nécessité, c'est d'utilité publique, on peut le dire comme ça. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc c'est pas une nécessité, c'est pas d'utilité publique, et donc ça passe par les banques. Mais qui paye les intérêts au final? C'est nous tous. C'est nous tous qui payons les intérêts. Voilà. C'est juste inéquitable, c'est pas normal. Enfin, il faut que ça s'arrête tout ça. Il faut vraiment que ça s'arrête, quoi. Comment les gouvernements qui se sont succédés ont pratiqué pour faire financer les énergies renouvelables intermittentes? Alors, la mise en place des éoliennes ou du photovoltaïque ne pouvait se faire qu'à la seule condition d'aider, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire pratiquer des tarifs qui soient attractifs, voilà, que ce soit pour les investisseurs ou autres. Donc, du coup, il a été décidé que EDF rachetait, on obligeait EDF à racheter cette énergie, mais que ça coûtait tellement cher qu'on aidait EDF. C'est nous. Alors, de quelle façon? On a décidé de prendre comme base le prix du marché de gros de l'électricité, le prix du mégawattheure, donc qui est aux alentours de 45 €. Si par exemple un promoteur vend son électricité 100 €, on va aider de la différence EDF. Voilà. L'État s'est engagé là-dessus et c'est très très regrettable puisque ça nous coûte une fortune. On verra comment on paye cette fortune. Alors, comment le consommateur, lui, rembourse-t-il ce financement? Par la CSPE. Alors, jusqu'à fin 2017, et par la CSPE plus la CCE en 2018. Alors, CSPE, donc j'ai fait un tableau qui explique ce qu'est la CSPE. La CSPE, c'est une ligne sur notre facture d'électricité qui multiplie en définitive un tarif au kilowattheure par notre consommation. Et cette somme d'argent va aller directement chez EDF, et c'est cette somme d'argent qui va rembourser en fait ce fameux delta entre prix du marché et le prix d'achat par EDF pour
Éviter que EDF soit pris à la gorge, parce que sinon EDF, en quelques années, aurait déposé le bilan, puisque on ne peut pas prendre de l'argent qui n'existe pas. Tous les consommateurs payent alors? Malheureusement, tous les consommateurs ne payent pas. La CSPE, il faut comprendre ce que c'est. C'est une balance. Une balance dans laquelle, d'un côté, dans un plateau, on va mettre toutes les charges, et dans l'autre plateau, on va mettre tous les revenus, tout l'argent pour équilibrer ce plateau. Voilà, ce qui est normal. Sauf que dans le plateau où il y a les charges, on trouve à l'origine la péréquation de l'énergie, c'est-à-dire qu'on aidait les dom-tom à financer leur électricité. C'est normal, puisque il est normal qu'ils payent le même tarif que nous, donc c'était pas possible du fait qu'ils ont des groupes électrogènes, qu'ils ont des centrales fuel, etc. Ça coûte beaucoup plus cher que notre électricité à nous. Donc on a créé cette taxe pour ça, ce qui est quelque chose d'intelligent, hein. Et on a dit, puisque cette taxe-là, elle est très justifiée, elle marche bien, on va mettre l'obligation d'achat, c'est-à-dire l'obligation d'acheter l'électricité aux promoteurs éoliens, aux promoteurs photovoltaïques, on va mettre dans la CSPE cette obligation d'achat. Et donc du coup, on trouve maintenant l'obligation d'achat. Alors, qui doit payer? Normalement, tous ceux qui consomment. Donc par exemple, un exemple très simple, 474 TWh nous dit le bilan de RTE 2018, donc 474 TWh multipliés par un prix à définir pour rééquilibrer la balance. Sauf que c'est une assiette, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont exonérés de cette taxe. Donc c'est incroyable. D'autant qu'on appelle ces gens-là des électriciens intensifs. Qu'est-ce que ça veut dire un électricien intensif? C'est quelqu'un qui consomme beaucoup d'énergie. Donc il consomme beaucoup d'énergie, il ne paye pas de CSPE. Nous, on essaie de consommer au moins, mais alors on paye la CSPE plein pot. Voilà. C'est pas normal, c'est pas équitable, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, l'IFRAP, encore une fois, nous dit, parce qu'ils ont fait une étude sur le sujet, que seuls 80% des consommateurs payaient cette taxe. Or, 20% donc ne la payent pas. Alors, comment c'est calculé? Eh bien, je l'ai dit, on a les 474 TWh, cela c'est facilement mesurable par RTE, c'est notre consommation. Si on retranche de ces 474 TWh ce qu'ont consommé les électriciens intensifs, donc supposons un exemple, c'est 100 TWh, donc on va mettre 374 TWh dans la balance. Et on va faire ce calcul avec ces 374 TWh. Mais la partie, je dirais, des charges n'a pas bougé. Donc on divise par un nombre qui est plus petit. Ça veut dire que le tarif qui nous sera appliqué à nous, sur notre facture EDF, sera d'autant plus important. Donc c'est bien nous qui payons pour ces gens-là. On comprend mieux l'augmentation de 5,9 plus 1,23% du tarif de l'électricité. Par contre, l'affectation des différentes parties du prix du mégawattheure payé par les consommateurs, ça, c'est pas très facile à comprendre, là. Prenons un exemple simple. Donc, par exemple, un promoteur éolien qui vend son énergie à EDF 100 €, le prix du mégawattheure, le prix du marché étant à 45 €, donc la différence est égale à 55 €. C'est cette différence qui va être prélevée via la CSPE, via la CCE, donc pour refinancer EDF. Donc les consommateurs auront donc indirectement aidé le promoteur éolien à concurrence de 55 € par rapport à 100 €. 55%. Donc on comprend ce qui se passerait si on n'aidait pas le promoteur éolien. Hein. Mais si EDF avait produit cette énergie, donc on sait que son prix de revient réel est environ 35 € du mégawattheure, et qui revend ce mégawattheure 150 € à nous consommateurs, du coup sa marge elle est de 115 € par mégawattheure. Je rappelle que EDF c'est nous, c'est notre société, ça nous appartient, c'est avec les sous de nos grands-parents, de nos parents, nos sous à nous, de nos enfants, qui avons constitué tout ce réseau électrique français, donc ça nous appartient. Donc la marge est dans ce cas-là, de 115 €. Donc quand on parle de marge, on sait très bien que EDF va réutiliser cet argent, par exemple, pour améliorer le fonctionnement, améliorer les centrales, etc., faire de la recherche fondamentale. EDF fait beaucoup de recherche.
Par contre, si EDF achète cette même énergie, là, ce mégawatt-heure, à un promoteur éolien, donc lui, EDF touche une aide de 55 €, on l'a vu. Donc si je dis 100 € moins 55 €, donc à retrancher des 150 €. Et à ce moment-là, l'argent qui rentre dans EDF, c'est 105 €. C'est plus 115 €. Donc au passage, EDF a encore perdu 10 €. Mais c'est nous qui payons encore une fois. Ces 10 € servent bien à aider le promoteur éolien. Donc 55 € plus 10 €, c'est la quantité des aides déguisées, des subventions déguisées pour aider le promoteur éolien. Si on supprimait tout ça, le promoteur éolien disparaît. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il vende son énergie à 35 €. Donc il faudrait qu'il se mette concurrentiel par rapport au EDF. Concurrentiel par rapport au EDF, obliger quelqu'un à acheter de l'énergie, encore faut-il qu'elle soit moins chère que celle produite par EDF. Donc ce serait moins de 35 €. Et là, on serait dans une réalité, on serait dans quelque chose de concret, dans quelque chose d'un commerce qu'on connaît bien, qu'on a l'habitude de voir. Mais là, c'est pas ça. Là, on a augmenté artificiellement le prix et du coup, on augmente les aides. Voilà. C'est sur ce sujet très précis qui est un peu compliqué, mais il y a un tableau, donc j'invite tout le monde à prendre la calculette et à regarder, parce que c'est peut-être pas simple à expliquer non plus, mais en réfléchissant 5 minutes sur le sujet, on comprend. Cette aide, évidemment, qui est fournie par l'État, aide sans laquelle le promoteur éolien n'aurait pu réaliser son investissement. Car les banques, elles, n'auraient pas tout simplement prêté le moindre centime à ce promoteur. Oui, absolument. Mais on est dans la folie la plus complète. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, de la part de la Cour des comptes, on ne sait pas combien on a dépensé jusqu'à ce jour pour les énergies renouvelables intermittentes. On ne sait pas, on n'en sait rien. Ils ont annoncé un chiffre de 121 milliards, on ne sait pas trop comment il est calculé. On attend de la part de la Cour des comptes qu'il nous donne ce chiffrage, voilà, pour qu'on y voit clair. On a l'impression que tout est caché, on fait exprès de ne pas nous dire les bons chiffres. Évidemment, ça met tout le monde en colère, mais on attend de la Cour des comptes qu'il nous donne ces chiffres. Qu'est-il prévu par le gouvernement ou la PPE pour l'évolution des énergies renouvelables ? Alors RTE nous explique que dans la dynamique des investissements actuels, la puissance pourrait rapidement atteindre, la puissance des énergies renouvelables intermittentes pourrait rapidement atteindre 50 gigawatts. Bon. Sauf qu'il y a déjà 25 gigawatts d'installés, donc on pourrait dire il n'y a plus que 25 gigawatts installés. Sauf que la PPE nous dit que dans la partie haute de cette PPE, donc dans les prévisions hautes, on pourrait installer 35 gigawatts d'éolien plus 45 gigawatts de photovoltaïque. Donc si on fait la somme des deux, on arrive à 80 gigawatts. Il faut comprendre de quoi on parle. 80 gigawatts, c'est une puissance absolument importante. Mais le S3R, donc qui est le schéma régional des raccordements des énergies renouvelables sur le réseau existant, donc sur le réseau de distribution. 92% du total des énergies renouvelables sont raccordées sur le réseau de distribution. Nous annonce qu'il y a seulement 26 gigawatts de disponibles. Ça signifie donc que d'énormes travaux de renforcement doivent être effectués, tant au niveau du réseau de distribution que de celui du transport. Il faut comprendre ce que ça représente 80 gigawatts partie haute de la PPE. Le nucléaire, toutes les centrales, les 58 réacteurs, énorme, c'est seulement 63 gigawatts. 63 gigawatts, l'ensemble du nucléaire. Et là, on nous dit 80 gigawatts pour l'ensemble des énergies renouvelables. Donc c'est plus que ce qui existe déjà. On est dans la folie la plus complète. Voilà. Mais RTE nous explique absolument pas comment il va faire pour écouler cette énergie. Parce que c'est pas tout d'installer des éoliennes, du photovoltaïque. Encore faut-il qu'il y ait des consommateurs en face pour la consommer. D'accord. Et alors pour le financement de ce renforcement, ça se passe comment ? Que nous dit M. Brotte ? M. Brotte, patron de RTE. Lorsqu'il a été interviewé à l'Assemblée nationale dans une commission énergie, je sais pas quoi, il nous a expliqué que, par exemple,
pour les champs éoliens offshore de Dunkerque. Alors, il prenait l'exemple de Dunkerque, mais il sous-entendait que tous les champs offshore seraient traités de la même façon. Il nous dit, pour les raccordements, on passera par le TURP. Le TURP, c'est le tarif d'utilisation publique du réseau d'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la tarification du kilowattheure. Donc, ça veut dire que tous ces raccordements, ces renforcements, etc., ça va être appliqué à la tarification. On ne parle plus de CSPE, là. Hein, vraiment le prix du kilowattheure, si vous préférez, pour être clair. Voilà. On peut donner quelques chiffres, quand même, rapidement. C'est M. Brod qui les donne, hein, c'est pas moi. Pour le champ, par exemple, de Dunkerque, qui, soit dit en passant, va coûter 1,8 milliard pour 500 mégawatts, donc ça fait 3,6 milliards par mégawatt 3,6 millions d'euros par mégawatt installé, pardon. Donc le coût des raccordements, c'est de 300 millions. Mais ces raccordements sont offshore, donc dans l'eau, et donc ils sont obligés de créer une station d'acquisition, un poste électrique sur l'eau, donc qui va coûter à lui tout seul 100 millions. Donc les raccordements pour 500 mégawatts, c'est 400 millions d'euros. C'est M. Brod qui le dit. Voilà. Et donc pour 500 mégawatts, en sachant qu'il va y avoir environ 20 gigawatts. Voilà. Ça veut dire qu'on va avoir une tarification qui va faire un bond, parce que là on se plaint des 1,23 et des 6,5 ou je sais pas combien, mais la tarification va augmenter, peut-être doubler, voire tripler en très peu de temps là. Vous nous expliquez que RTE risque de se retrouver avec trop d'énergie produite par les énergies renouvelables. Comment est-ce que c'est possible? On installe plus d'énergie renouvelable intermittente que ne peuvent en consommer les gens qui sont autour de ces énergies. Donc du coup, il y a beaucoup trop d'énergie renouvelable quand il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil. Il ne s'agit pas de faire un calcul, encore une fois, arithmétique bête et méchant, comme le font les politiques, en disant, voilà, c'est tant par an, donc on divise par la puissance ou le productible d'une éolienne, et ça fera tant d'éoliennes. Ça marche pas comme ça du tout. Il faut vraiment regarder ce qu'on est capable de faire passer au niveau des fils. Les fameux fils, là, tous les réseaux électriques que l'on voit, on ne peut pas faire passer tout et n'importe quoi, contrairement à ce que pense Madame Delga, présidente de la région Occitanie, qui croit qu'en mettant 23 gigawatts en Occitanie, s'il n'y a pas de vent, pas de soleil, on s'en fout, on ira chercher l'énergie chez les voisins. Alors, pour deux raisons, ça ne marchera pas comme ça, parce que 23 gigawatts sur les liaisons actuelles, ça marche pas du tout. C'est-à-dire, on passera en blackout parce qu'on dépassera les seuils d'intensité, c'est clair. Pour que ça passe, il faudrait recréer des lignes très haute tension en 400 kV avec des faisceaux à 4 câbles. Là, on est en faisceau de câbles. Voilà. Donc ça va pas, ça ne marchera pas déjà. Et ensuite, les régions qui sont aux alentours veulent toutes être première région à énergie positive également. Donc du coup, comment voulez-vous qu'ils fassent? Puisqu'ils auront la même problématique que nous. Quand il n'y aura pas de vent, pas de soleil, ils auront une quantité d'énergie renouvelable qui seront à l'arrêt. Et donc, il n'y aura personne pour substituer. Voilà. Donc, on est dans cette problématique. Alors, attendez, le refoulement, le refoulement, ça va être quoi en l'occurrence? Ça va être de dire, qui est un problème inverse. Hein. Le refoulement, on a trop d'énergie. Bon, supposons que les câbles puissent transporter ça. Mais on n'a pas assez de consommateurs localement pour consommer cette énergie. Donc, il faut aller l'amener ailleurs, là où il y a des consommateurs qui sont susceptibles de consommer cette énergie. Donc, le refoulement, ça va être de dire, on prend cette énergie locale, réseau de distribution, on la passe sur le réseau de transport, après des modifications qui vont bien, et puis par le réseau de transport, on va aller voir dans les réseaux de répartition qui peut consommer cette énergie. Et c'est toujours le fameux équilibre entre l'offre et la demande, hein, on est toujours là-dedans. Et si on est encore supérieur en production, on va essayer de le vendre à l'export. Mais si nos voisins sont dans la même problématique que nous, ils vont dire, dis donc, ton énergie, on n'en a rien à faire. Alors, EDF aura deux solutions, pas trois, deux. Soit vendre à un tarif négatif, c'est ce que fait l'Allemagne régulièrement, on paye pour écouler l'énergie. Ou soit dire aux promoteurs éoliens, photovoltaïques, t'arrêtes de produire. Mais dans ce cas-là, on voit tout de suite la réaction des promoteurs éoliens qui vont sortir leur contrat en disant, dis donc, là, à la ligne machin, tu dois nous acheter au premier kilowattheure.
Donc EDF n'aura pas d'autre choix que de payer pour une énergie qui n'aura pas été produite. C'est un truc de fou. On est vraiment dans le délire le plus complet. Hein. D'accord. Et ce système fonctionne déjà? Oui, alors qu'a fait RTE alors concernant donc les problèmes de refoulement, RTE a dit a mis au point alors, au niveau du réseau électrique. Globalement, ça veut dire qu'on a des transferts réversibles, donc on peut soit prendre de l'énergie, soit en distribuer. Bon, donc ça fonctionne. Mais EDF maintenant, enfin plutôt la CRE, quand elle lance des appels d'offres, elle demande à ce que le promoteur éolien ou photovoltaïque accepte de perdre 1% de son énergie. C'est-à-dire, sur la demande du CNES, le CNES va dire « Ah, vous me produisez 1% de moins ». Alors pourquoi? C'est pour limiter la production d'énergie qu'on ne sait pas quoi faire. Donc plutôt que de la vendre à perte, ou plutôt que de la vendre, ou de ne pas la vendre et de payer quand même le promoteur éolien, mais c'est juste 1%. Alors si je fais le point sur tout ce que vous venez de nous expliquer, il semblerait que sans aucun critère autre que financier et sous couvert d'écologie, on ait décidé de recréer un réseau électrique avec des énergies renouvelables intermittentes en parallèle d'un réseau déjà existant. Oui, c'est exactement ça. Pour faire clair, fonctionnement normal, pas de vent, pas de soleil, j'ai ma production pilotable. Voilà, donc ça marche merveilleusement bien, aucun souci particulier. Et puis d'un seul coup, le vent se lève. Paf, énergie renouvelable, touc, j'arrête le pilotable pour laisser le renouvelable redisparaît. Hop, je redémarre le pilotable. Donc c'est ce qu'on a expliqué, hein. On ne comprend pas bien pourquoi c'est fait comme ça, mais bon, c'est fait comme ça. Du coup, le fait que rien ne justifie les énergies renouvelables, c'est ça. On est obligé de fonctionner avec une substitution en permanence, je viens de le faire, et que celle-ci est existante, elle est fiable, elle est pérenne, elle est bas carbone, elle ne coûte pas cher. Donc on se demande pourquoi on a des énergies renouvelables intermittentes. Donc on peut dire vraiment que les centrales historiques, centrales pilotables, sont bien en parallèle, même si c'est une image, en parallèle des énergies renouvelables intermittentes. Le deuxième point, c'est qu'elles sont environ 15 fois plus chères. J'ai expliqué pourquoi, comment. Donc pourquoi acheter des trucs qui coûtent si cher alors qu'on a tellement besoin d'argent par ailleurs, que ce soit les EHPAD, que ce soit les hôpitaux, enfin, je ne vais pas refaire le truc, mais on a besoin d'argent. Donc on ne va pas dépenser bêtement de l'argent dans des trucs qui ne servent à rien. Et là, ça ne sert vraiment à rien. Elle génère un risque. On l'a vu, le fait que ça bagote sans arrêt, le fait qu'on peut se retrouver avec des quantités supérieures à ce qu'on est capable d'avoir en réserve, on peut générer des blackouts, on peut générer des plantages, etc., des délestages. Donc voilà, donc on ne comprend pas pourquoi on continue dans cette voie-là. Ça déstabilise bien évidemment en permanence le réseau électrique français. Le fait que ça démarre n'importe quand. Rappelez-vous ce que j'ai dit au tout début, hein. Les énergies renouvelables, on ne sait pas quand ça va démarrer, quand ça va démarrer, on ne sait pas combien ça va produire, et quand ça produit, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Elle rajoute du CO2, j'ai expliqué aussi pourquoi, parce que quand on plante une éolienne, voilà, c'est une quantité de CO2 qui est déjà partie dans l'atmosphère et pour 10 000 ans. Si on n'avait pas planté cette éolienne, on n'aurait pas émis de CO2. Et il y a aujourd'hui plus de 6 000 éoliennes de plantées. Je ne parle pas du photovoltaïque, je ne connais pas les chiffres, mais enfin, globalement, c'est ça. Elle précarise un très grand nombre de foyers. Pourquoi? Parce que le fait d'augmenter sans arrêt les taxes, les impôts, enfin surtout les taxes SPE, la CCE, on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est clair. Donc, mais c'est rien par rapport à ce qui va se passer dans peu de temps. C'est vraiment dans peu de temps. La CRE n'a pas arrêté de hurler, trépigner, etc. pour qu'on ait ces augmentations. Parce que la CRE, ils ont les chiffres en main et voient bien que EDF est en train de se casser la figure. Si il n'y a pas de taxes, s'il n'y a pas d'impôts, EDF n'est pas payé et on va dire encore EDF, mais vous ne savez pas gérer. Alors que l'État ne s'est pas gêné d'imposer à EDF de faire un emprunt pour payer les dividendes, par exemple. Quand on sait que le principal actionnaire, c'est l'État, quoi. C'est un truc de fou. On est vraiment dans une gestion très bizarre, quoi. Encore que c'est bon, c'est pas notre métier, donc peut-être qu'il y a des raisons, hein, moi je sais pas, mais en tout cas on ne les connaît pas, ces raisons.
Voilà, bon, j'ai expliqué les histoires de refoulement, donc vendre de l'énergie à des tarifs négatifs, sachant que c'est nous qui avons financé au départ cette énergie par nos taxes. Je rappelle, hein, les près de 65% d'aide aux promoteurs éoliens. Donc voilà, c'est juste scandaleux. Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces explications. Je dois dire que les notions techniques sont quand même un petit peu difficiles à appréhender. Je pense que peut-être les gens qui regarderont ce documentaire auront envie d'en savoir un peu plus ou peut-être de revenir sur quelques notions. Alors, est-ce qu'il y aurait des lectures ou des documents qu'ils pourraient consulter pour approfondir un peu en prenant le temps? Alors, on va mettre cette interview donc sur plusieurs sites internet, YouTube et compagnie. Je souhaite également que d'autres sites internet aient le texte intégral de l'interview de façon à ce qu'on puisse éventuellement travailler dessus. Je prépare actuellement donc toute une liste de documents qui m'ont aidé justement pour réaliser cette étude. Hein. Enfin bon, cette étude, c'est un bien grand mot, mais pour ce travail, on va dire. Et enfin, ce travail est à destination de toutes les associations, pour les gens qui sont, encore une fois, confrontés à des promoteurs éoliens, à des élus qui n'y connaissent rien. Et voilà. Maintenant, il y a une base. Maintenant, on l'utilise pas, c'est notre histoire. Il y en a qui seront d'accord, pas d'accord peut-être. Encore que je ne parle que du concret. Encore une fois, je ne fais pas de business, je ne fais pas de politique. Voilà. Et je ne suis pas philosophe. Hein. Monsieur Onfray sait très bien faire ça. Pas moi. Moi, je suis technicien. Donc, je suis le monsieur avec le tournevis à la main. Voilà. Donc, en consultant tous ces documents, alors, je conseillerais également quelques lectures intéressantes, entre autres de monsieur Jancovici, puisque ce monsieur a lui aussi des idées très arrêtées, alors des fois un peu différentes des miennes, mais on va tous les deux dans un sens qui est précis à celui qui consiste à arrêter les énergies renouvelables intermittentes qui ne servent à rien du tout.